À quoi ressemblera le travail demain? C'est sur cette question que s'est penché mon invité. Il a notamment cherché à savoir, à comprendre et à mesurer tous les bouleversements qu'entraînait le numérique sur nos vies professionnelles. Bonjour Olivier Charbonnier. Bonjour. Alors vous êtes directeur général du cabinet de conseil en ressources humaines Interface et cofondateur du laboratoire Decides. Et à quoi ressemblera le travail demain? C'est le titre de l'ouvrage que vous co-signez avec Sandra Anlard aux éditions Duno. Alors vous écrivez en introduction, nous venons de vivre quelques années qui ont été celles de la souffrance au travail. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette souffrance est-elle en train de disparaître? Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une phase de plaisir au travail? Alors, déjà, je ne crois pas que la souffrance soit en train de disparaître. En revanche, hélas, hein, d'ailleurs, en revanche, on commence à avoir un peu de recul pour mieux comprendre d'où vient cette souffrance. Et notamment, on est en train de se rendre compte que nos entreprises vivent une mutation importante et qu'elles sont en train, pour schématiser, de quitter un siècle industriel pour entrer dans une ère faite de davantage de souplesse, de davantage d'informel, d'improvisation, et que c'est cette charnière qui, par contre, fait mal. Alors, Olivier Charbonnier, vous décrivez dans votre livre que l'une des caractéristiques du travail à l'ère du numérique, c'est le brouillage de la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Il y a le télétravail, il y a les terminaux qui servent à la fois dans les deux sphères, et puis il y a aussi le temps passé à naviguer sur Internet pour des raisons personnelles, mais en entreprise. Qui est gagnant dans cette nouvelle donne, l'entreprise ou l'individu? Alors, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait encore suffisamment de recul pour identifier un gagnant. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible pour l'entreprise comme pour l'individu d'en ressortir gagnant. La mauvaise, c'est que les deux pourraient perdre aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on observe une confusion des temps, une confusion des espaces, une confusion des situations, qui est vraiment la caractéristique de cette, on pourrait dire, de cette première période du XXIe siècle. C'est la souplesse que vous décriviez tout à l'heure. Absolument, absolument, du fait des outils qu'on connaît tous et dont de plus en plus on est en train tous de se doter. De fait, cette confusion est en train de remettre en cause des lignes verticales et horizontales qui caractérisaient les organisations il y a encore quelques années. Alors justement, vous le décrivez, hein, on passe de structures qui étaient pyramidales à des structures plus horizontales. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément ce type d'organisation qui émerge? Vous écrivez notamment, hein, page 181, c'est très intéressant, que l'organisation du travail en réseau et à distance pourrait s'inspirer du jeu de rôle World of Warcraft. Alors c'est vrai qu'on observe là aussi un métissage entre les pratiques professionnelles et les pratiques privées. Certains parlent même d'une gamification, hein, cette idée selon laquelle tout deviendrait jeu. Une couche de jeu sera en train de recouvrir la planète, y compris les entreprises. Mais des jeux sérieux, des serious games. Alors non, justement, non, justement. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. L'idée de gamification, c'est vraiment cette idée selon laquelle on passe notre temps à jouer, et donc on voit bien comment on pourrait gagner des points de vie en travaillant mieux, on voit bien comment on pourrait générer comme ça de nouvelles formes d'énergie grâce au jeu. Nous, on est beaucoup plus prudents. D'abord, parce que ce qu'on observe, c'est que les grosses organisations que sont devenues Google ou Apple font comme les autres et sont en train de s'alourdir, de se hiérarchiser, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. En revanche, ce qui nous paraît intéressant, c'est un déplacement de la création de valeur qui passe d'une organisation parfaite, hein, je pense par exemple à ce qu'on appelait le One Best Way, je pense par exemple au Fordisme, je pense au Toyotisme, au Lean Management. On passe de ce type d'organisation à différentes formes d'organisation et plus particulièrement peut-être à l'émergence d'écosystèmes. Là encore plus de souplesse. Alors, oui, encore plus de souplesse, tout simplement parce qu'une organisation a intérêt à grossir à la fois pour faire des économies d'échelle et pour avoir une force d'action plus importante, mais encore une fois, quand elle grossit, elle se rigidifie. Pour gagner en souplesse, en agilité, en capacité à innover, il va falloir qu'elle accepte de s'inscrire dans des écosystèmes sur lesquels elle va s'appuyer. Et on a effectivement décrit 4 types d'écosystèmes dans l'ouvrage, qui sont 4 formes, on pourrait dire, de travail en émergence. Alors, on n'aura pas le temps de décrire ces écosystèmes, hein, je vous invite à vous reporter au livre, mais si on en revient au sujet, si tout le monde travaille en réseau à distance, pourrait-on imaginer à l'avenir des entreprises dématérialisées sans locaux? Alors c'est ce qu'on a cru, c'est encore ce que certains croient. Ce n'est pas tout à fait vrai. Non, l'exemple peut-être le plus récent, un peu médiatique, qui montre que c'est pas si simple, c'est lorsque la présidente de Yahoo a dit stop, maintenant on siffle à la fin de la récré, tout le monde
revient sur le lieu de travail. Et effectivement, on s'est rendu compte que l'entreprise avait quand même besoin d'une part de collectif et d'autre part d'engagement identitaire, et que le collectif et l'engagement identitaire passent notamment par la matérialisation du lieu de travail. Ce qui signifie que l'entreprise va devoir probablement repenser ses lieux de travail pour les rendre attractifs, va devoir également probablement imaginer des formes de contractualisation entre elles pour permettre à ses salariés d'utiliser une diversité de possibilités. Mais en tout état de cause, la matérialisation du lieu de travail nous paraît être un incontournable aujourd'hui. Vous parliez de lieux de travail plus attractifs, c'est quoi? C'est comme ce qu'on a en tête, comme Google par exemple? C'est vrai qu'on entend beaucoup Google et les employés qui vont à la cafette en toboggan, autres Alors, insolites, faits insolites comme cela. je crois qu'on aura surtout très très intérêt à faire attention à ne pas plaquer des solutions toutes faites. C'est vrai que moi, certains clients m'ont dit j'aimerais bien aussi avoir mon toboggan. Je ne suis pas sûr que ça convienne partout. On a vu les entreprises investir tous azimuts dans des baby-foot. Certes, c'est agréable, c'est confortable, c'est ludique. Pour autant, je crois que les entreprises vont avoir intérêt en fonction de la sociologie de leurs collaborateurs, en fonction de la nature de leurs activités, en fonction de leur taille aussi, de leur lieu d'implantation, à imaginer des formes d'attractivité qui leur soient singulières. Donc il y a vraiment un travail propre à faire au sein de chaque entreprise pour... C'est un peu au cas par cas en fait. C'est même complètement au cas par cas. Oui. Et je crois que surtout, encore une fois, méfions-nous de chercher, enfin ne cherchons pas à singer des startups californiennes, on ne leur ressemble pas. Bien souvent en plus, il y a une part de storytelling, une part de romance dans ce qu'elles nous racontent. J'étais dans la Silicon Valley il y a quelques semaines et il y a un vrai décalage entre l'histoire qu'elles nous racontent et la réalité. Donc je crois que là-dessus, on n'a pas à rougir. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même, quand on va chez Google, quand on va chez Facebook, quand on va chez Apple, on voit quand même des monstres froids, ultra rationnels, bien loin de l'image qu'on a de la start-up californienne née dans un garage à San Francisco. Start-up qu'elle a été à ses débuts, mais quand on a 20 000 personnes, on ne peut plus forcément fonctionner comme ça. Quel est le rôle du manager dans ce nouveau contexte que vous décrivez dans votre livre? Alors d'abord, je crois que le manager va continuer à avoir un rôle de coordination et d'appui à la collaboration. Tout simplement parce que il va falloir continuer à coordonner des tâches, c'est-à-dire à ordonner des activités ensemble. Pour ça, on a besoin d'avoir une personne, un peu comme si demain je déménage chez moi, je vais coordonner les tâches des copains qui vont venir m'aider à déménager. Donc cette activité-là, elle va continuer à fonctionner. Mais je vous cite, si vous permettez, page 63, hein, si le manager de proximité veut jouer au petit chef, autoritaire et trop sûr de lui, il sera immédiatement discrédité. Oui, en effet, oui, parce que dans cette entreprise de demain, ou dans ces entreprises de demain, la notion de coopération, dont on parle beaucoup, va prendre de plus en plus d'acuité. Quand on revient à l'étymologie du terme de coopération, on voit qu'il s'agit en fait de faire œuvre commune. Opérer, voilà l'œuvre. Faire œuvre commune. Et de plus en plus, on va attendre les managers qu'ils soient capables de réunir des équipes ad hoc dans un temps relativement court, avec des gens y compris qui viennent de l'extérieur, pour booster un projet, le faire avancer rapidement. Et cette fonction de coopération nécessite du manager qui soit facilitateur, qu'il régule, qui mette en lien, qui coucoune à certains égards, qu'il aide les gens à se ménager. Donc une position dans laquelle il passe d'une figure haute, on pourrait dire, à une figure beaucoup plus discrète qu'elle ne l'a jamais été, on va dire en tout cas depuis un siècle dans les grandes entreprises. Dernière question, Olivier Charbonnier, les jeunes générations qui vont arriver sur le marché du travail, cette génération de digital natives, quelles vont être leurs attentes par rapport à leur entreprise, par rapport à leur travail? Alors, il y a beaucoup d'attentes. Simplement, on pourrait en pointer deux qui me paraissent particulièrement importantes. La première, c'est avec la notion d'identité numérique, on est en train de se rendre compte que les jeunes générations accordent de plus en plus d'importance à leur image sur la toile, et pour cause, puisque cette image constitue une partie de leur identité. Il s'agira donc pour les entreprises de donner à ces jeunes les moyens de se mettre en scène, voire même de les assister dans cette mise en scène, pour, de fait, à travers l'attractivité de ces jeunes, être elles aussi attractives. Donc l'interdiction de Facebook et de Twitter sur les lieux de travail, c'est une erreur? C'est une erreur, c'est vrai. Au contraire, je crois que les entreprises ont vraiment intérêt à pousser et à soutenir ce type d'usage. Elles auront tout à y gagner. Et puis la deuxième attente majeure qu'on observe, c'est beaucoup plus de souplesse, mais dans un cadre clair
et transparent. Beaucoup plus de souplesse dans les espaces de travail, dans les lieux de travail, dans les relations interpersonnelles, mais dans un cadre clair et transparent qui soit garant d'une certaine équité et d'un certain respect de l'individu au sein de ce collectif. Donc encore une fois, une confusion des lignes entre vie privée et vie professionnelle. Absolument, une confusion qui devrait être plutôt féconde si on l'accepte et si, à travers elle, on crée des dynamiques qu'on ignorait encore au XXe siècle. Je crois que justement l'entreprise de demain, c'est en tout cas aujourd'hui une entreprise qui me semble est porteuse d'espoir. Je ne dirais pas jusqu'à parler de réenchantement du travail, mais en tout cas de réappropriation dans une certaine mesure du travail par les individus. Eh bien, Olivier Charbonnier, merci. Je rappelle le titre de votre livre, « À quoi ressemblera le travail demain ?» paru aux éditions Duno. Merci d'être venu sur Merci Verticanal. Merci.